Hallo und herzlich willkommen bei Grenzenlos. Bonjour et bienvenue. On se retrouve aujourd'hui à Bérus, dans l'ouest de la Sarre. C'est là que le dessinateur Bernd Kissel a son atelier. On le rejoint tout à l'heure parce qu'il vient de sortir une bande dessinée historique sur un sujet qui touche la France et l'Allemagne. Mais auparavant, le sommaire. Notre passionnée d'histoire, Catherine Henrich, nous emmènera commémorer les 75 ans de l'opération Nordwind avec l'exposition au Westphal-Museum de Niedersimten. Le téméraire Jens Scherer se frottera aux dinosaures du musée Gondwana à Schiffweiler. Notre journaliste dénicheuse de bons plans, Ophélie Blechner, nous présentera un nouvel outil pédagogique pour les stagiaires transfrontaliers. Puis, dans notre labo interculturel, on se penchera sur la situation de la bande dessinée en France et en Allemagne. Et pour finir, on rejoindra le dessinateur et auteur Bernd Kissel qui nous parlera de sa BD Freistadt Flaschenhals. Commençons par un voyage dans le passé. Il y a 75 ans, en janvier 1945, Hitler déclenchait sa dernière contre-offensive sur le territoire français. C'était l'opération Nordwind, un vent du Nord dont on se souvient dans la région. À Niedersimten, près de Pirmasens, le Westphal-Museum, une ancienne fortification, a ouvert spécialement ses portes pour l'occasion. « 2020 jährt sich das Unternehmen Nordwind zum 75. Mal. Es war der letzte Versuch der Wehrmacht im Westen doch noch die Oberhand zu gewinnen. Im Rahmen einer Netzwerkinitiative informierten jetzt über 15 Festungen dies und jenseits der Grenze über die Operation Nordwind. In verschiedenen Ausstellungen wurde an die französischen, deutschen, amerikanischen und zivilen Opfer erinnert. Das Westphal-Museum in Niedersimten ist eine der wenigen Gedenkstätten der deutschen Festungen. Mehrere in Lebensgröße nachgestellte Szenen des damaligen Lebens erzählen von den Geschehnissen des Zweiten Weltkriegs. Ein neues Diorama widmet sich dem Januar 1945. Also wir sind hier in einem unvollendeten Festungswerk, so im Stil der Maschenow-Linie, mit 14 Kilometer unterirdischen Gängen. Und das hat man dazu benutzt, für Teile von der 6. Gebirgsdivision SS Nord hier unterzubringen. Sie sehen hier ein Diorama, ein Display, das wir gemacht haben. Das zeigt ein Soldat der 6. Nord und ein Soldat einer Volkssturmgrenadierdivision, die beide hier gekämpft haben und teilweise auch hier untergebracht waren. In ihren typischen Ausrüstungsgegenständen, die sie dabei haben. Und die Szene soll eine Scheune oder sowas hier im Elsass nachbilden. Eigentlich ist das Museum im Winter geschlossen, aber für den Verein, der die Gedenkstätte leitet, war die Teilnahme an der Aktion sehr wichtig. Die Bewahrung der Erinnerung ist eine seiner Hauptaufgaben. Auch in Frankreich fanden Gedenkveranstaltungen statt. Der Verein für die Erinnerung und das Erbe von Aachen organisierte eine Ausstellung und öffnete extra für diese Gelegenheit einen Bunker. Die Gemeinde Aachen wurde im Dezember 1944 von den Alliierten befreit, doch im Januar 1945 wurde sie zum Ziel der deutschen Offensive. Aachen en fait commémore cet anniversaire-là depuis maintenant 10 ans, tous les 5 ans, donc c'est la troisième échéance, je dirais. Et c'est vrai que depuis quelques temps, on réfléchit avec les assauts du Pays de Bitche, dans Simsehof, Cassau, les fortifications du Vosges du Nord, etc. On cherche vraiment à travailler ensemble, d'accord. Et c'est vrai que en même temps, il y a eu en fait une initiative côté allemand d'effectuer un espèce de parcours. On sait que les Allemands ont également un devoir de mémoire par rapport à tous ces événements, et on sait qu'ils sont, je dirais, friands de genre d'événements. C'est vrai que c'est une bataille un peu oubliée, avec beaucoup de morts quand même, surtout côté allemand. Et un peu masqué, je dirais, par la bataille des Ardennes. Donc à partir de là, moi ça ne m'étonne pas effectivement qu'ils mettent en avant ce genre de choses-là, à nous de nous greffer dessus. Nordwind oder die vergessene Offensive zwischen Saar und Rhein hat ihr Schattendasein beendet. Das gemeinsame Gedenken dieser dunklen Zeit ist ein Beispiel für Frieden und Freundschaft. On remonte encore un peu dans le passé, jusqu'à la préhistoire, au musée Gondwana à Schiffweiler. Des reconstitutions de dinosaures, plus vraies que de nature, attendent les visiteurs. Regardez.
Von außen lassen sich die Ausmaße der bevorstehenden Zeitreise, die man im Gondwana vor sich hat, noch gar nicht erahnen. Doch schon in der Eingangshalle wird deutlich, hier geht es nicht gerade klein zu. Im Prähistorium, das 2018 10-Jähriges feierte, kann man auf 10.000 Quadratmetern die Evolutionsgeschichte hautnah miterleben. Also das ist eine richtige Zeitreise. Ich sag mal, schon Einstein hat gesagt, Zeitreisen sind möglich. Wir haben es geschafft, wirklich eine Zeitreise hier zu zeigen. Und zwar ist es nicht so ein Museum, wie man das kennt. Also wir sind ein Museum, wissenschaftlich aufgebaut, aber mit viel Power und Action. Und ich sag mal, wenn man hierher kommt, soll man ruhig ein bisschen Spannung mitbringen, weil es ist ein richtiges Erlebnis. Klar, Infotafeln gibt es auch, mit allem Wissenswerten zur Entstehung des Lebens und schließlich den ersten Dinosauriern. Um hautnah zu spüren, wie sich die Welt in den unterschiedlichen Zeitaltern angefühlt hat, geht man mitten durch Landschaften, Dschungel, Strände und Wälder. Der ein oder andere Einwohner kommt einem dabei ganz schön nah. Und wenn man glaubt, mit dem Besuch der Welt der Dinosaurier hätte man bereits alles gesehen, steht die nächste Zeitreise erst noch an. Denn mit einer Zeitmaschine besucht man unterschiedliche Punkte der Menschheitsgeschichte. Vom alten Ägypten über das finstere Mittelalter, den Ruinen der Inkas bis zur Raumstation. Auch hier gibt es große Hallen, in denen man mittendrin steht in der Geschichte. Diese Art des Erlebens kommt bei den Besuchern natürlich sehr gut an. Also ich sag mal, wir gehen von über 100.000 aus pro Jahr. Also ich sag mal, wir sind jetzt 11 Jahre hier und es dürften 1,3, 1,4 Millionen Besucher gewesen sein, die halt aus ganz Deutschland kommen. Wir haben ganz viele Gäste aus Pfalz, wir haben aus Baden-Württemberg Gäste, wir haben aus Hessen Gäste. Natürlich auch Frankreich, wir liegen ja gleich an der Grenze. Geht nach Luxemburg, nach Belgien, wir haben unendlich viele Holländer hier. Und wir haben auch Gäste, die wirklich aus Amerika kommen. Das sind die stationierten Soldaten bei uns, die lieben Gondwana. Die Zeitreise beinhaltet darüber hinaus noch Besuche in 3D-Kinos, wo man beispielsweise einen Angriff des Riesenhais Megalodon überstehen muss. Eine große Dinosaurier-Show bildet den Abschluss des Besuchs, für den man insgesamt mehrere Stunden einplanen sollte. Auch Programme für Schulklassen, etwa im eigenen Ausgrabungslabor, und einen Indoor-Spielplatz gibt es im Gondwana. Der Besuch lohnt sich also. Man erlebt hier eine Zeitreise, die man so schnell nicht vergisst. Tout nouveau, tout beau, un nouvel outil pédagogique a été dévoilé il y a quelques jours. Il s'agit du guide d'accompagnement transfrontalier des stagiaires en grande région. Alors, quelles informations pratiques contient-il et à qui s'adresse-t-il en particulier? Élément de réponse. Um die Durchführung grenzüberschreitender Praktika in der Großregion zu vereinfachen, gibt es für Praktikanten und Unternehmen einen neuen Leitfaden. Entwickelt wurde er vom Programm SESAM, das seit 2016 mehr als 78.000 junge Menschen unterstützt hat. Le guide du stage va faciliter l'échange, va promouvoir le stage en entreprise dans nos pays voisins et c'est un bon exemple pour la coopération transfrontalière dans tous les domaines de l'éducation. 4 Gebiete waren an der Erstellung des Leitfadens beteiligt. Zunächst galt es, Probleme bei der Integration von Praktikanten herauszufinden
und diese unter Beachtung der nationalen Vorschriften der verschiedenen Unternehmen anzupassen. Dans ce guide, il y a déjà des conseils simplement de bonne conduite dans une entreprise. Il y a aussi tout un aspect légal d'inscription, etc. Il y a des informations concernant aussi les maladies, les accidents, bien sûr. Enfin, il faut tout prévoir, bien sûr. Et puis tous les formulaires d'inscription. Et tous ces formulaires sont uniformisés, donc ils pourraient servir aussi bien à aller en Sarre, en Moselle, en Rhénanie-Palatinat, au Luxembourg ou dans la province belge francophone. Im Schulverwaltungsbezirk Nancy-Metz, zu dem auch das Gymnasium Jean Moulin in Forbach gehört, absolvierten 20.000 Schüler ein Praktikum im Nachbarland. Die Sprache, aber auch die administrative Seite können Hindernisse dabei sein. Für Lukas ist der neue Leitfaden ein essentielles Werkzeug, um die ersten Hindernisse zu überwinden. Je pense que ça peut servir beaucoup pour l'allemand, pour apprendre du coup vraiment ce que c'est l'allemand. Et je pense que notamment qui peut nous aider, qui peut nous donner quelques informations sur ces stages. Gymnasien im Departement Moselle bieten Deutschunterricht ab der 6. Klasse an. Aber nichts ist so gut, die im Unterricht erworbenen Kenntnisse in die Praxis umzusetzen, wie ein Praktikum. Ein erster Schritt, um vielleicht eines Tages eine Arbeitsstelle im Nachbarland zu bekommen. Le saviez-vous, le marché de la bande dessinée en Allemagne, c'est 10 fois moins de production qu'en France. Alors pourquoi cette différence? Notre labo interculturel se pose la question et vous donne des réponses. Die Französin Anne-Claire liebt es zu lesen. Sie liest alles, immer und überall. Seit kurzem widmet sie sich vermehrt den Comics. Als Erwachsene begeistert sie sich vor allem für Graphic Novels. Aber auch die neuen Abenteuer von Asterix und Obelix liest sie gerne. In Deutschland werden Comics immer noch oft als ein Genre speziell für Kinder gesehen. Hey, was liest du denn? Den Faust. Im Gegensatz dazu werden Comics in Frankreich von Leuten jeden Alters gelesen. Um ihr Deutsch zu verbessern, sucht Anne-Claire in einer deutschen Buchhandlung nach einem Comic. Im Regal für Comics findet Anne-Claire vom Französischen ins Deutsche übersetzte Comics und Kleines Arschloch. Letztlich fällt ihre Wahl auf eine andere Geschichte über ein deutsch-französisches Thema. Merci Anne-Claire. Bernd Kissel, bonjour et merci de nous recevoir dans votre atelier. Bonjour, avec plaisir. Alors Bernd, dites-moi, comment est-ce qu'on explique qu'en France on lise plus de BD qu'en Allemagne? C'était une autre tradition, je crois. Et moi, je suis toujours étonné quand je suis en France. On va dans un supermarché, on a un rayon de BD. Tous les sortes pour les enfants, pour les adultes, il n'y a pas de souci, il y a tout ce qu'il faut. Et en Allemagne, c'est pas ça encore. C'est en train de changer, mais on regarde plutôt la BD ici comme quelque chose strictement pour les enfants. Par exemple, ma BD, elle est conseillée pour les enfants à partir de 12 ans. Donc ça prouve déjà qu'il y a un mouvement, il y a quelque chose qui est en train de se transformer. Alors, votre BD, justement, si on traduit, Freistadt Flaschenhals, état libre, goulot de bouteille. Oui, voilà. Alors, goulot de bouteille, ça fait référence à quoi? À quelle période historique? C'était après la Première Guerre mondiale et ils ont partagé des terrains. C'était après l'armistice en 1918 et ils ont tracé des cercles, en fait. Un autour de Coblence et un autre deuxième autour de Mayence. Et le but, c'était que les cercles se touchent. Mais ils n'ont pas fait ça, c'était 30 km de diamètre chaque fois. Et du coup, un corridor a été créé, libre. En fait, ça appartenait à personne. Ça a eu la forme d'un goulot d'une bouteille, en fait. Et c'est pourquoi les gens eux-mêmes qui ont habité là-dedans ont donné le nom, comme vous avez, je ne peux même pas le répéter. Oui, goulot de bouteille. Voilà, à leur état. Voilà, donc c'était de 1919 à 1923. Alors pendant ces années-là, comment est-ce que les 17 000 personnes, parce que c'était 17 000 Allemands qui vivaient là, quelle était leur vie au quotidien? Ils ont été coupés carrément, littéralement. Il n'y avait plus de trains qui passaient. Même les chemins, ce n'était pas possible de les utiliser. Donc c'était la contrebande. Mais très imaginatif et créatif, ils ont fait ça. Ils n'ont pas eu d'armes.
Ça, c'est aussi un aspect qui me plaît de cette histoire. Il n'y avait pas la résistance avec les armes et tout. Il faudrait plutôt avoir la tête que la force. Donc, ils ne pouvaient pas chasser. Par contre, il y avait des bateaux. C'est à côté du Rhin. Il y avait des bateaux qui arrivaient avec du charbon dessus, par exemple. Et ils ont fait de la contrebande avec les capitaines de ces bateaux. Donné, par exemple, du schnapps ou du vin. Et en retour, ils ont eu du charbon. Mais pas trop. En fait, à la fin, quand le bateau est arrivé à la destination, on n'a pas vraiment vu la différence parce que c'était pas beaucoup. Ils ont fait ça souvent. C'était subtil. Subtil, très subtil, mais ça suffit pour quand même rester libre et ravitailler les habitants. Voilà, tout à fait. Quand j'ai lu le scénario la première fois, il y avait ces histoires dedans déjà, comment ils ont arrivé d'organiser leur vie, et je me suis dit c'est inventé. Tout ça, ça vient de l'imagination du scénariste, mais non, pas du tout. C'est vraiment comme ça. C'est véridique. Voilà, c'est véridique. Tout à fait. Et alors, vous basez sur des personnes qui ont vécu. Donc, comment est-ce que, par exemple, le maréchal Foch, lorsque vous devez le dessiner, comment est-ce que vous procédez? Vous prenez des photos, vous cherchez des profils de la personne? Oui. Lui, par exemple, il y avait pas mal de photos de lui. Il y avait d'autres personnes historiques qui sont dans l'histoire, mais c'était très dur de trouver quoi que ce soit comme photo. Mais lui, il y en a plein. Et lui, c'est un personnage, pour un dessinateur, c'est un rêve, parce qu'il a un nez assez développé, il a la moustache, et aussi comment il regarde tout le temps sur les photos. Ça donne envie de dessiner ce personnage et faire une petite caricature aussi. Sans se moquer trop, mais je me moque de tous les côtés, donc ça va. Et du coup, j'ai pris une photo que je trouvais et j'ai essayé de faire la version qui ressemble au même temps à mon style de dessin, mais au même temps au personnage réel. Voilà. D'accord. Et vous travaillez plutôt à l'ancienne, je vais dire, avec des crayons, avec des pinceaux, ou vous avez des outils numériques? J'ai les deux. Pour Freistadt Flaschenhals, j'ai travaillé surtout traditionnel. Ça veut dire les crayonniers, je fais avec le crayon. Crayon papier. Crayon papier, voilà, merci. Et après, j'ai passé à l'encre dessus. Parfois, c'était avec un pinceau ou avec des feutres, par exemple. Et dans une troisième étape, on a scanné les originaux. C'était les originaux en A3, donc c'est vachement plus grand que ce qu'il y a après dans le livre. Et on a mis une structure dessus et des niveaux de gris. Et pour moi, c'était important qu'il y a cette structure qu'on voit bien, on voit que c'est des grains un peu, parce que j'ai voulu que c'est pas trop stérile ou pas trop propre, que ça ressemble aux photos de l'époque. D'accord. Et j'ai déjà entendu dans les critiques que les gens ont vu ça comme ça, donc je suis content que le message est passé en fait. Très bien. Écoutez, je vous remercie beaucoup et puis je souhaite une longue vie à cette BD passionnante qui apprend des tas de choses. Merci. Merci beaucoup. Notre émission s'achève ici. Je vous remercie de l'avoir suivi et je vous retrouve avec grand plaisir le mois prochain pour des aventures grenzenlos. Tchuss.